Jean-Marie Lutringer qui vient de nous quitter, pour tout son engagement sur le droit de la formation professionnelle, qui était à la fois réflexif, mais dont j'appréciais beaucoup l'opérationnalité, qui était pétrie à patte humaine. C'était vraiment quelque chose de très intéressant, et tout son engagement pour l'émancipation individuelle garantie dans un cadre collectif. Voilà, donc il est intervenu certainement dans certaines de vos institutions, en tout cas à la FREF assez souvent, et notamment sur la question de responsabilité. Voilà, peut-être que Jacques, tu voudrais ajouter quelque chose sur... Oui, j'ai eu la chance de disputer au sens de la FREF avec lui à plusieurs moments. Et j'ai apprécié, comme vous tous, ce qu'il nous a apporté, mais aussi son humanisme et son humour. Bon, je pense qu'on partage tout. Et, c'est vrai, c'est avec émotion que nous mettons cet appel au souvenir. Donc là, présentement, on est sur les enjeux, les perspectives de la reconnaissance. La reconnaissance est un peu, je dirais pas un terme à la mode, mais c'est devenu un axe un peu structurant, des politiques, à la fois aussi des fonctionnements sociaux et des organisations. Et donc, on voulait voir un peu ce qu'il y avait derrière, notamment dans la perspective de la reconnaissance ouverte, qui est celle de prendre en compte, à partir de l'expérience des uns et des autres, des talents, des accomplissements, à la fois les mettre en conscience, les révéler, les mettre en connaissance et en partage, et voir en réciprocité. Donc, pour cela, on a un partenariat qu'on a de longue date avec la DEFCOMP, qui est représenté aussi par de nombreux, je vais dire, membres, et aussi par Jacques, qui est le président, de l'association pour l'accomplissement et le développement des compétences. Bon, c'est vrai que vous avez à la DEFCOMP une entrée qui est aussi un peu à la fois développement humain et développement des compétences au service des performances sociales de l'entreprise. Donc vous avez Ah, aussi voilà une approche. Muriel, au fait, excusez-moi. D'accord. Au niveau des entreprises, mais vous avez aussi toute une action, que vous menez actuellement sur la question de la reconnaissance. Vous participez à pas mal de débats, de tables rondes, et vous êtes auprès de l'AFNOR, sur la mise en place d'une norme sur le processus de reconnaissance. Bon, Sur cette question, Patrick, on y reviendra avec Serge Ravet et aussi avec Muriel Moujard, parce que c'est l'occasion pour moi de signaler que l'Association pour le développement des compétences et leur accompagnement, qui a été créée en 2019 par Hubert Grandjean et moi et quelques autres, on a cheminé, on a mené un parcours que Gilles et quelques autres connaissent bien, puisqu'on a été donc de la question des transformations des entreprises et du management. On a été travailler sur ce qui se passait en termes de recrutement, au niveau de la diversité, du handicap, des seniors. Et on a, depuis 3 ans, on a fait un focus sur la question des reconversions, sur la question des transitions professionnelles, puis sur la question de la reconnaissance. D'abord, reconnaissance formelle, puisqu'on a travaillé sur le bilan de la VAE, et plusieurs de nos adhérents sont donc des architectes de parcours, comme on dit, très impliqués. Et pour déboucher, depuis 2023, sur la question de la reconnaissance ouverte, puisque cette question, Philippe Petitqueux, délégué général de Reconnaître, est venu nous la présenter et nous mobiliser là-dessus lors de notre, notre université d'hiver 2023. Et depuis, on n'a pas lâché le morceau, si je veux dire. On a même adhéré à Reconnaître et on s'est impliqué dans tout ce qui a été forum, initiative nationale et locale sur le sujet.
à notre modeste niveau, bien sûr, avec toujours le tropisme, mais qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, que ce soit en lien avec la FEST, ou que ce soit tout simplement dans la prise en compte de cette reconnaissance comme étant une des fonctions qui devrait devenir vitale pour un certain nombre d'entreprises, mais Serge y reviendra mieux que moi. Oui, parce que, Jacques, avant que tu n'interviennes pour dire, dans le fond, mais tu l'as déjà dit, quel est l'enjeu hein, pour toi de la reconnaissance, on a deux intervenants principaux qui sont Serge Ravet, qui est président de l'association Renaissance. Reconnaître. Reconnaître, oui, j'ai dit reconnaissance. Oui. Reconnaître, Oui. tu as raison, tu as raison. Open Recognition Alliance, ok, qui est pour une société ouverte et apprenante. Et puis, on a Muriel Mojard, qui est co-gérante d'une SCOP, hein, qui s'appelle Tempa, qui est pour une société ouverte et inclusive. Bon, je pense qu'on a organisé la séance de telle façon qu'il y ait d'abord Jacques sur la question de, disons, pourquoi c'est un enjeu fort. Serge Ravet, qui nous parlera un peu de l'historique, hein, comment on est arrivé là. Moi-même, j'interviendrai sur quelques, j'allais dire, réflexions que nous avons à la FREF sur cette question de la reconnaissance. Ensuite, Muriel parlera d'exemples de reconnaissance et des pratiques. Serge parlera de tout ce qui est sur le processus de reconnaissance et notamment les normes envisagées avec l'AFNOR, et nous aurons un dernier débat là, sur ce que l'on pense de tout cela. Le timing va être un peu serré, donc ne m'en veuillez pas si je suis un peu le maître du temps sur cette question, sachant que, disons, Jacques, tu commences si tu veux sur ce que tu souhaitais dire. Je vais répondre à ton incitation à être sobre en disant que pour nous, j'ai décrit un peu le cheminement intellectuel et pratique de l'association, puisqu'on a quand même fait plus d'une trentaine de webinaires et 4 universités depuis 2019, et que les 3 dernières universités ont progressivement été sur les différentes formes de VAE, de reconnaissance ouverte, et sur les responsabilités en entreprise sur ce sujet. Quand je dis responsabilité en entreprise, entendons-nous bien, nous avions aussi invité des partenaires sociaux à nos débats. Et une des préoccupations qu'on a, d'ailleurs, on a un groupe entreprise au sein de Reconnaître qui se pose la question de la dissémination, au sens positif du terme, de l'idée de reconnaissance et des pratiques qui vont bien. Donc nous, on s'inscrit totalement là-dedans, et j'ai juste à dire que nous allons continuer, et on peut passer la parole directement à notre ami Serge, qui est le grand initiateur. Serge, à toi. À moi, merci. Je peux peut-être, j'ai pas beaucoup de transparent à passer. Ça tombe bien, les transparents ralentissent les choses. Oui, absolument. Donc, ce que je vais faire simplement, je peux partager quand même mon écran pour montrer deux, trois choses pour comprendre. Absolument. C'est plus des fois un schéma. Alors, pour que je puisse partager, voilà. Hop. Peut-être commencer par dire 2 mots d'où ça vient notre histoire, parce que ça commence à faire déjà un peu du temps. Je veux dire l'histoire des. Est-ce que là c'est partagé? Vous voyez quelque chose? Ben, Non. on se voit. On se voit, c'est bien, on se partage, c'est la réciprocité. Voilà. Là, on voit quelque chose. Maintenant, voilà. Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. Okay. Donc, vous voyez quelque chose ici, voilà. Tout à fait. Donc, l'histoire de la reconnaissance, en fait, pour moi, ça a commencé assez longtemps parce que je m'étais intéressé au portfolio, et l'idée du portfolio, c'était de rendre visibles les apprentissages. Donc, la première conférence a lieu en 2003 à Poitiers. Et puis, bon, on a avancé. Puis, je trouvais que vraiment, ce qui se passait autour du portfolio, c'était plutôt un peu triste. Donc, j'avais même avancé le concept de portefeuille pour avoir des choses un peu moins casse-pieds que les portfolios traditionnels qu'on nous présentait.
Et puis en 2011 sont arrivés les Open Badges que j'ai découvert en 2012 grâce à un collègue canadien avec qui je co-organise la conférence EPIC qui a lieu la semaine prochaine à Paris. Et donc les Open Badges, d'un seul coup, ils permettaient, de mon point de vue, de faire des tas de choses que j'imaginais qu'on pouvait faire avec le portfolio, mais qui n'étaient pas possibles parce que c'était des machins qui étaient trop structurés, trop organisés pour laisser un peu de place à l'expression des personnes. J'avais même proposé le concept de portfolio ventriloque, parce que les Américains sont très forts pour dire the portfolio is the authentic voice of the learner, mais en réalité, la voix de l'apprenant, c'est la voix que veut entendre l'institution. Donc, c'est l'institution qui parle à travers l'apprenant en écho. Et donc, des portfolios vraiment personnels, ils sont plutôt assez rares, surtout dans les milieux académiques. En tout cas, ceux que j'ai pu fréquenter. Et donc, on a commencé à travailler avec les badges, et puis on s'est aperçu que finalement, avec les badges, on faisait un petit peu du vieux avec du neuf, quoi. C'est-à-dire qu'on utilisait les badges pour mettre des certificats, tout ça, ce qui n'est pas un problème, hein, parce que dans la courbe d'assimilation des nouveaux objets techniques, il y a d'abord, on fait ce qu'on faisait avant, ensuite on améliore un petit peu, puis ensuite on s'adapte, et ensuite on fait vraiment de la transformation. Donc on était vraiment dans une période au début où on était plutôt sur des schémas mentaux. Et donc la première critique que j'ai formulée par rapport aux Open Badges, c'est le produit qui avait été développé par Mozilla, qui était à l'initiative avec la Fondation MacArthur des Open Badges, qui s'appelle le backpack. Et le backpack, c'est donc le sac à badge, hein, que disent nos collègues québécois, ça permettait de stocker les badges. Et donc la première question qui m'est venue, oui, c'est sympa de pouvoir les stocker, mais si je ne peux pas les émettre, imaginez une application de courrier électronique, vous pouvez recevoir du courrier, mais vous ne pouvez pas en émettre. Ce n'est pas vraiment un outil très pertinent. Donc, pourquoi ça avait été fait comme ça? C'est parce que dans la tête des concepteurs, eh bien, il fallait bien séparer l'idée de la personne qui reçoit une reconnaissance de l'institution qui va émettre. Et d'ailleurs, quand on regarde les schémas et les explications, c'était toujours l'idée que c'était plutôt une institution qui allait émettre les badges et la personne qui allait les recevoir. Donc la première critique, c'était celle-ci, et donc ça a été très très intéressant, c'est que les badges ont permis de rendre visible l'asymétrie des dispositifs de reconnaissance, avec d'un côté les gens qui émettent des reconnaissances et puis de l'autre les personnes qui les reçoivent. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on a eu notre conférence en 2016 à Bologne, vous connaissez peut-être la déclaration de Bologne pour créer un espace de l'enseignement supérieur européen. Et donc, on a décidé de hacker la déclaration de Bologne et de faire la Bologna Open Recognition Declaration, de faire la déclaration de Bologne pour une reconnaissance ouverte. Avec l'idée que voilà, tout le monde fait partie d'un écosystème de reconnaissance, on est tous émetteurs et récepteurs de reconnaissance, comme dans le réseau des échanges réciproques de savoir, le RERS, on est tous offreurs et demandeurs de connaissances. Et donc, on a eu un petit peu d'intérêt, il y a eu la signature de la déclaration, et puis ça permet aussi de repenser les systèmes de badges qui soient un peu plus ouverts que ceux qui y avaient. Et puis, en 2018, on a créé Reconnaître, donc 2 ans après la déclaration de Bologne, autour d'une initiative qui était vraiment intéressante, et Muriel en parlera, c'est l'initiative de Badgeons en Normandie, donc de penser les dispositifs de reconnaissance dans des écosystèmes, que ce ne soit pas simplement des machines à distribuer des certificats, mais qu'on pense les certificats, tout ce qui est les certificats de reconnaissance dans un espace, dans un écosystème. Et donc, une échelle d'écosystème intéressante, c'est celle d'un territoire, comme une région. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'après l'initiative de Badgeons en Normandie, d'autres initiatives ont vu jour. C'était Badgeons Centre-Val de Loire, Badgeons les Pays de la Loire, Badgeons les Hauts-de-France. Le dernier en date, c'est Badgeons la Bretagne, parce qu'on avait organisé le forum des Open Badges francophones à Vannes cette année. Et donc, en 2023, avec le travail qu'on a fait avec la création du comité national des acteurs des badges numériques avec notre partenaire de hashtag le plus important, où il y a à peu près une quarantaine de participants dans le ministère du Travail, France Travail, donc avec 3 pôles, grosso modo, la société civile, les territoires, les entreprises et puis les services publics qui sont représentés dans ce comité national, qui a publié le livre Open Badge, le livre blanc,
que je vous engage à lire si vous ne l'avez pas. Alors oui, Open Badge, le livre blanc, je peux l'afficher. Là, c'est... pardon, hop. Il faut que je crée un lien. J'ai presque fini. Hein. Juste, Serge, pendant que tu fais ça, on pourra mettre le lien avec le livre blanc dans le chat. Oui, attendez, le lien, attendez, voilà, je le mets, c'est FR. Voilà, on pourra le remettre, voilà. Donc voilà, le livre, là on peut le récupérer ici, le livre blanc, voilà. Et donc dans ce travail qui a été fait autour de la critique des Open Badges, c'est là où j'ai créé ce que j'appelle le plan de la reconnaissance, avec 2 axes, hein, formel, informel, et puis traditionnel, non traditionnel, qui définit 4 cadrans. Le cadran en bas à gauche qui est plutôt autour de la conformité, on s'aligne par rapport à des référentiels. Le cadran en haut à gauche qui est plutôt autour de l'inclusion. Hein, si on prend les scouts, par exemple, les badges, c'est simplement une façon d'inclure les personnes dans une communauté. D'ailleurs, on est scout avant d'avoir des badges. Hein, il suffit de porter l'uniforme de scout ou de Jeannette, hein, etc. Le cadran en bas à droite, on est plutôt dans l'autonomie. Et en haut à gauche, dans l'émancipation. C'est vrai que la plupart des projets badge, c'est intéressant avec cette cartographie, se trouvait dans le cadran en bas à gauche, pratiquement aucun dans la partie émancipation, très très peu du côté autonomie. Donc, dans le côté gauche, on est plutôt avec l'idée d'une reconnaissance qui est comme un rétroviseur, hein, ça nous dit d'où on vient. Voilà. Dans la partie à droite, on est plutôt dans un objet qui serait plutôt la longue vue, qui nous oriente, qui nous dit voilà les chemins qu'on peut suivre pour avancer. Et donc l'an dernier, on a fait un pas de plus avec à Paris, nous avions une conférence à Paris, on a fait la déclaration de Paris sur l'égalité des reconnaissances, en nous inspirant un petit peu de l'idée de l'égalité des intelligences. Et donc, non pas pour dire qu'elles sont égales parce qu'on les a mesurées, on les a comparées, mais pour dire qu'elles sont toutes d'égale importance. C'est-à-dire que la reconnaissance formelle est souvent la formalisation d'un informel qui l'a précédé, mais s'il n'y avait plus d'informel avant, le formel n'aurait pas vu le jour. Et donc, le formel a besoin de l'informel. Alors, les gens qui travaillent dans le formel, ils pensent que le formel, c'est le nec plus ultra, mais ils oublient qu'il faut nourrir l'informel pour que le formel puisse exister et avoir une vie. D'ailleurs, même quand on parle d'une reconnaissance formelle, la reconnaissance peut être formelle au moment où on l'émet, mais une reconnaissance formelle est reconnue de façon informelle. C'est une reconnaissance sociale. Un diplôme, il est reconnu parce que les employeurs vont reconnaître qu'il a de la valeur. Mais ce n'est pas une reconnaissance formelle, c'est une reconnaissance informelle qui vient des employeurs. Donc il y a bien ce lien entre le formel et l'informel, il est continu en amont et puis en aval d'une reconnaissance formelle. Donc penser la reconnaissance de façon dynamique, et donc penser des systèmes de reconnaissance, c'est ce qui nous a amené à cette description, de penser l'articulation entre les différentes modalités de reconnaissance, qu'elles soient informelles, semi-formelles et formelles, dans les différents contextes de reconnaissance, qui sont les niveaux micro, méso et macro. Et ce qui est intéressant dans ce que je partage avec vous là, c'est que on voit de la reconnaissance, par exemple, le terme certification, on le voyait toujours dans la case en haut à droite, hein, c'est-à-dire c'est au niveau macro, donc au niveau sociétal, on donne une certification, une qualification qui a une valeur nationale ou internationale, mais finalement, on peut très bien avoir une certification qui est faite par un expert, hein, qui est reconnu ou désigné. Donc, c'est une attestation qui est formelle, qui vient d'un expert. Une attestation qui vient d'un expert comptable, par exemple, c'est une certificat qui a autant de valeur qu'un diplôme d'un certain point de vue. Donc, c'est là où on a commencé à travailler aussi sur les vocabulaires, et essayer de trouver des vocabulaires qui parlent de reconnaissance, avec différents niveaux de graduation. Donc, pour l'informel, on dira plutôt valoriser, endosser, approuver. Dans le semi-formel, on dira plutôt valider, attester, créditer. Hein, l'idée de valider, c'est qu'on a un dossier en face de soi, donc on va valider quelque chose, on va valider une demande, alors que la valorisation, ça peut se faire de façon spontanée. Les choix des mots sont arbitraires. Hein. On aurait pu échanger des choses, mais je pense que c'est intéressant de fixer un petit peu le vocabulaire, et en même temps de dire, ben voilà, dans le formel, on peut accréditer, certifier, autoriser. Et donc c'est sur cette représentation, cette nouvelle cartographie, si vous voulez,
des espaces de reconnaissance qu'on a travaillé pour le référentiel qu'on fait avec l'AFNOR. Donc, c'est un référentiel pour la conception et la mise en œuvre de dispositifs ouverts de reconnaissance, mais qui va servir aussi. Alors là, c'est la déclaration de Paris, vous avez, qui a été signée. Et donc, là, pour la conférence EPIC, maintenant, on a un manifeste. Alors, il est en français et en anglais. Donc, vous pouvez le trouver sur le site de Reconnaître, hein, c'est manifesto.openrecognition.org, où là, je pense qu'on a vraiment fait un pas en avant pour définir de façon positive. Alors, quand on parle de reconnaissance ouverte, c'est la reconnaissance, quoi. Hein, là, parler de reconnaissance ouverte, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance qui pourrait être fermée. Donc, quand on parle de reconnaissance ouverte, c'est un petit peu un terme qui est redondant. De la même façon, quand on a travaillé avec l'AFNOR sur les dispositifs, au début, on parlait de dispositifs de reconnaissance ouverte. On a déplacé le qualificatif pour dire des dispositifs ouverts de reconnaissance. Hein. Ce qu'on pense, c'est à la reconnaissance comme objet, comme processus, comme pratique. Donc, on travaille aussi sur un référentiel des pratiques de reconnaissance. Je pourrais vous donner le lien. Et donc, dans ce manifeste-là, on a 7 points clés. La reconnaissance comme commun et non comme marchandise. Le capital reconnaissance, une nouvelle forme de richesse sociale. C'est-à-dire ça s'oppose au capital social de Bourdieu, parce que le capital social de Bourdieu, c'est quelque chose qui nous fige, alors que l'idée du capital reconnaissance, c'est quelque chose qu'on contrôle nous-mêmes. C'est-à-dire, si moi je reconnais quelqu'un et que cette personne accepte ma reconnaissance, le capital reconnaissance des deux personnes augmente simultanément. Donc, c'est l'idée que la reconnaissance peut être un processus d'émancipation sociale, mais l'émancipation de soi passant aussi par l'émancipation des autres. En reconnaissant l'autre, je m'émancipe moi-même. Donc, la reconnaissance comme une nouvelle forme de richesse sociale. Épistémique de la reconnaissance, on a beaucoup travaillé avec les Premières Nations, particulièrement au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et avec l'idée de décoloniser la reconnaissance. On a eu des présentations tout à fait intéressantes lors de des conférences sur ces questions-là. Ensuite, les politiques de reconnaissance, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cadres qui sont des cadres autour de la conformité, mais pas vraiment autour de l'émancipation. Des pédagogies de la reconnaissance, hein, penser de l'apprentissage de façon dialogique. En anglais, on peut dire recognition of learning, recognition for learning, recognition as learning. Hein. Alors ça sonne mieux en anglais, en français, ça fait des phrases un peu plus longues. La reconnaissance des apprentissages, des reconnaissances pour l'apprentissage et la reconnaissance comme apprentissage. C'est-à-dire que partir en reconnaissance, c'est partir en apprentissage. Donc l'idée que le problème, c'est que dans les systèmes dans lesquels on vit habituellement, on pense que la reconnaissance est quelque chose qui vient à la fin. On doit apprendre pour être reconnu, alors que ce qu'on a expliqué dans le livre blanc déjà, c'est que la reconnaissance précède la connaissance, précède même la compétence. C'est parce que les personnes sont reconnues qu'elles ont les capacités ou le désir d'apprendre. Donc, vraiment renverser cette logique, hein, on parle de changement épistémologique, hein, de dire, voilà, on place la reconnaissance au centre et les apprentissages à la périphérie. Parce que les besoins de reconnaissance viennent à partir du moment où on a un problème de reconnaissance. Mais quand on vient au monde, on est reconnu. On n'a pas de problème de reconnaissance quand on vient au monde, bon, sauf cas pathologique. Et donc, on part en reconnaissance quand on est. Donc, la reconnaissance, c'est un acte d'apprentissage. C'est même peut-être le premier acte d'apprentissage. Les technologies de la reconnaissance, ensuite, pratique de la reconnaissance, construire un monde plus juste et réciproque. Voilà, donc je reviens sur ce petit tableau. Ça ne casse pas trois pattes à un canard du point de vue conceptuel, mais je pense que c'est intéressant parce que ça nous dit que quand on doit penser un dispositif, il faut penser à l'ensemble des modalités de reconnaissance et à l'ensemble des espaces de reconnaissance. C'est-à-dire que même si on est dans le domaine de la certification, il faut penser au reste. Il faut penser à ce qui vient avant, ce qui vient après. Et là, on est forcément dans le semi-formel, l'informel, on est dans le micro, macro et méso. Donc, de penser de façon holistique les écosystèmes de reconnaissance et arrêter de dire que la certification, c'est le truc qu'il faut avoir à tout prix. Oui, mais on peut avoir des certifications qui sont offertes par un expert et pas forcément en passant par un cadre de standard
le RNCP ou autre, qui peut servir d'appui. Hein, c'est pas, voilà, avoir un système de cartographie, c'est très utile. Mais comme le disait le géographe, la carte n'est pas le territoire. Et donc, j'arrête ma présentation. Juste un mot Serge, avant que Patrick reprenne la main. Je voudrais insister sur l'importance du fait des mots utilisés entre approbation, validation et certification, parce que ça correspond effectivement à des démarches que Serge vient de nous présenter, mais ça veut dire aussi que dans nos débats, il faut qu'on soit très précis sur les mots qu'on emploie. Merci. Merci Serge et merci Jacques de rappeler les choses. Bon, je vais vous donner un peu quelques orientations assez rapidement parce que le temps avance. D'une certaine manière, bon, la FREF, non seulement s'intéresse à la formation et peut-être change aussi son regard sur la formation et s'intéresse plus au processus, à l'expérience, à ce qui s'échange, à ce qui se construit. Hein, et d'une certaine manière, pas uniquement aux résultats, mais à la façon dont on investit cet espace. Et d'une certaine manière, par rapport à la reconnaissance, on va prendre deux positions. La première, quand même, qui est une façon aussi que la FREF prend dans le deuxième axe, c'est de développer une pensée critique. Bon, d'une certaine manière, Serge, tu as raison, la reconnaissance est première et c'est la condition même du développement du bébé. Hein. Winnicott va te dire la façon dont la mère donne le sein montre si le bébé est aimé, s'il est reconnu, s'il a de la valeur. Et ça va forcément induire la suite. Donc la reconnaissance d'emblée est importante. D'une certaine manière, après, d'une certaine manière, la reconnaissance peut aussi prendre différents sens. Et c'est important toi, tu l'as souligné d'un point de vue très humaniste, très rencontre, très réciprocité, mais on pourrait très bien dire que dans la dialectique d'Hegel, hein, dans la phénoménologie de l'esprit, le maître et l'esclave, c'est des reconnaissances réciproques. L'esclave reconnaît le maître qui malgré tout lui apporte des choses, et le maître reconnaît l'esclave qui lui apporte des choses, de même que le seigneur défend le paysan, etc., etc. Autrement dit, les reconnaissances existent aussi. Mais elles sont la marque de la distinction. Hein. Tu as critiqué Bourdieu, mais en même temps, c'est les marques de la distinction. C'est-à-dire, on est reconnu par ses pairs, par son groupe social, etc. On sait à qui on appartient, on sait d'où on vient. Et on sait comment on doit se comporter. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est nouveau. Hein, ce dont on peut parler, dont parlait Bourdieu, dans les reproductions, d'une certaine manière, la société se reproduit à partir des catégories sociales, à partir des classes sociales et de leurs attachements, de leur conflictualité, etc. Or, on n'est plus là-dedans maintenant. C'est qu'on voit bien que les corps intermédiaires, malgré tout, ont du mal à refonctionner comme elles fonctionnaient au temps des 30 glorieux, c'est-à-dire en capacité de créer du sens et des revendications à partir d'un empowerment de classe. Et d'une certaine manière, on est dans un système dans lequel on a une individualisation qui est d'une certaine manière, chacun est consommateur pour lui-même, dans une offre de plus en plus pléthorique, où il confronte sa liberté avec sa possibilité de choisir dans des produits qu'on lui offre, et non pas de s'émanciper. Bon, donc voilà, on est un petit peu là-dedans, et d'une certaine manière, on voit paraître, on parlait d'effets structurants, on voit quand même paraître dans même les discours politiques, même dans les revendications, l'idée de lutter contre le mépris que ressentent un certain nombre de personnes, singulièrement le plus souvent, ou collectivement, pour de la reconnaissance. Et on voit bien que la lutte devient presque une lutte pour la reconnaissance. Black Lives Matter. On reconnaît que la vie des Noirs a de la valeur. C'est-à-dire que quelque part, on quitte le champ du social incarné, de l'épaisseur du social, pour celui d'une valeur humaine qui serait commune, où chacun serait à son niveau, mais dans une capacité d'échanger de l'humanité. Hein, donc, et je pense que quelque part, la reconnaissance vient dans cet ensemble-là changer, j'allais dire, d'une certaine manière de point de vue.
Ça n'est plus se reconnaître comme appartenant à un groupe dans lequel on est reconnu comme appartenant et dans lequel on se distingue des autres groupes, voire des autres personnes que l'on regarde par rapport à leur tenue vestimentaire, leur comportement, pour dire ah ben, il appartient à tel groupe, à tel groupe. On est dans quelque chose dans lequel on va avancer. C'est-à-dire que quelque part, je pense que dans le système où on est actuellement, qui pourrait être, on va dire, néolibéral, on se trouve dans quelque chose dans lequel on va renverser la question de l'individualisme un peu hédonique, égoïste, consumériste, pour celui du sujet qui se reconnaît comme tel. Autrement dit, on quitte l'idée, on a des individus, une atomisation, pour celui et dont on ne sait pas trop, dans l'incertitude, comment ça va se comporter, pour celui de reconnaître des sujets en tant que tels avec une valeur. Et quelque part, le processus de reconnaissance dont on est en train de parler participe à ça. C'est-à-dire que quelque part, on a le fait que les sujets, singulièrement, vont puiser dans leur expérience un certain nombre, j'allais dire, de richesses et de savoir-faire, savoir-être, qui vont leur permettre d'une mise en mouvement. Et non pas simplement une sorte de position dans laquelle ils pourraient être stigmatisés ou considérés qu'ils n'ont aucune valeur parce que le modèle académique, ce dont tu as parlé, est dominant. Donc on a une nouvelle forme de dire voilà, chacun singulièrement, à partir de ses expériences, a une valeur. Il y a des accomplissements, etc., qu'on peut, etc. Avec quand même, j'allais dire, des idées intéressantes, puisque à la fois, j'allais dire, par rapport aux certifications, au modèle académique qui, d'une certaine manière, privilégie quand même certaines catégories sociales par rapport à d'autres, dans la possibilité d'accès, parce que c'est des cultures, etc., c'est des transmissions. On a un principe, c'est tout le monde, c'est pour tous. À égalité, c'est ce que tu as dit, et d'une certaine manière, malgré tout, un effacement de ce que Bernard Lahire pourrait appeler les plis du social. C'est-à-dire que ça n'est plus les appartenances, la façon dont on s'est construit dans ses malheurs, dans ses stigmatisations ou dans des accomplissements positifs, c'est pas ça qui va apparaître. C'est-à-dire qu'on va prendre les personnes dans leur histoire et on va les transformer en sujets qui vont reconnaître que dans leur expérience, même douloureuse, ont plein d'accomplissements. C'est intéressant d'ailleurs parce que parfois quand on voit les migrants et les jeunes qui arrivent avec tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont pu supporter, etc., la force qu'ils ont acquise, on va les regarder comme des malheureux qui n'ont rien et à qui il faut donner. Donc on voit bien que c'est un effet intéressant. Mais c'est quand même d'une certaine manière effacer tout ce qui fait, j'allais dire, l'entourage social pour transformer l'expérience dans une richesse que d'une certaine manière va être reconnue par soi-même et dont on va faire connaître à l'extérieur. Et si je dis ça, ça veut dire qu'en fait, et c'est une des questions, c'est pour ça que c'est intéressant que l'on soit ensemble, Jacques, Serge, et comment dirais-je, je vais parfois Muriel. C'est intéressant parce que ce que tu as proposé est très, j'allais dire, humaniste, d'une certaine manière émancipateur, alors qu'on pourrait penser aussi que dans le modèle dominant, les personnes à égalité se déclarent sujets ayant des compétences, ayant de leur expérience, qui a de la valeur, qui vont mettre dans des badges qui n'ont rien d'académique puisqu'ils vont parler des accomplissements et qui vont échanger de l'humain éventuellement avec celui qui va le regarder et non pas simplement des savoirs.
C'est là où tu as tout l'informel, le non formel. Avec d'ailleurs une petite remarque, c'est que toujours par rapport au formel. C'est-à-dire que même quand on dit le non formel, on est piégé parce qu'on fait qui n'est pas formel. C'est-à-dire que c'est autre, mais on dit toujours qu'il n'est pas formel. C'est-à-dire que quelque part, on remet toujours le formel, même dans le discours, comme étant devant, y compris informel, non formel. Mais toujours est-il qu'on voit bien que dans ce système de reconnaissance ouverte, à la fois les personnes vont de leur histoire de vie tirer une expérience significative. Et c'est là où nous, on se pose une question. Quand on va rechercher une expérience significative, on va la mettre par rapport à quoi? C'est-à-dire que quelque part, reste quand même l'idée qu'on va reconnaître par rapport à une mise en mouvement possible, par rapport à un emploi. Donc, et toi, tu as beaucoup développé l'idée de la richesse humaine, et donc, dans les reconnaissances, comment on reconnaît cette richesse, alors qu'elle a, comme on a vu dans la VAE, en partie, disons, l'expérience était captée par des référentiels qui, d'une certaine manière, dirigeaient la reconnaissance. En disant, ah bah oui, mais ça, c'est par rapport aux compétences nécessaires du référentiel. Donc, quelque part, la richesse humaine était gommée au profit d'une mise en conformité par soi-même dans les attendus officiels. Donc là, comment on échappe à ça, sachant que quand je fais une reconnaissance ouverte et que je regarde les accomplissements, quelque part, je suis peut-être en train de revoir est-ce qu'il est agile, est-ce qu'il sait ceci, cela. C'est-à-dire qu'à quelque part, je reprends les soft skills humanisés qui sont nécessaires à l'entrée sur le marché du travail. Donc voilà, donc on pourrait imaginer, et c'est pour ça que c'est intéressant, toute votre démarche avec les normes, enfin disons à la fois les normes, mais aussi, j'allais dire, la charte et l'éthique de la reconnaissance. C'est-à-dire comment j'échappe à ça pour ne pas transformer in fine un système qui serait je travaille sur moi-même par rapport à ce qui est par une attente extérieure. Je montre que dans mes accomplissements, je suis en dynamique avec ça pour entrer dans le marché du travail. Et après, il suffirait qu'il y ait inscrit dans un badge et que ce soit mis sur une plateforme dans laquelle des employeurs, notamment des petites et moyennes entreprises, retrouvent dans les accomplissements ce qu'ils cherchent pour des salariés. Et on aurait pour le coup transformé cette belle dynamique dont on parle émancipatrice à simplement une entrée sur le marché du travail. Et à nouveau, c'est le marché qui dominerait. Dans une mise en relation, des accomplissements qu'on s'est donnés à soi-même et des attentes d'entreprise. Voilà, donc voilà, c'est un peu les interrogations que à la FREF on voulait poser par rapport à ce qu'on reconnaît comme une dynamique vertueuse autour de la reconnaissance ouverte. Mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression que par rapport à une individualisation qu'on pourrait critiquer, il y a un renversement par la constitution de sujets autonomes, responsables d'eux-mêmes, libres, dans une sorte de dynamique que mettrait de Saint-Gly libres ensemble, et qui ferait du lien social de cette façon, alors que vous le tissez autrement. Bon voilà, c'est bon. Voilà un peu l'intervention. Dans la position qu'on pourrait dire, penser un peu critique de la FREF sur ces questions. Juste un mot, Patrick, si tu veux bien. Je pense que d'ailleurs Muriel en parlera sans doute dans quelques instants. C'est que dans cette histoire de reconnaissance et de réciprocité, ça va obliger aussi la partie employeur au sens large du terme à se remettre en question, puisque ce qui naît dans cette confrontation pose la question des compétences entrepreneuriales, de la capacité d'un employeur à savoir mobiliser et faire travailler les gens, notamment dans le sens de la RSE et au-delà. C'est-à-dire que ça interpelle aussi la partie entreprise. C'est pas donc comment dirais-je?
c'est pas simplement une question de ce côté-là, c'est pas simplement une question de comment on rentre, sur le marché du travail en ayant, des acquis. C'est est-ce qu'on ne bouleverse pas aussi, le travail, par les questions qui se posent dans cette dynamique? Bien sûr, mais c'est très, très écosystémique, hein, Ouais. bien sûr. Et c'est bien pour ça, Serge, que tu as bien fait d'insister sur le fait qu'on est dans des dans des enfin, disons, dans des complexes, dans des systèmes, hein, et dans des interactions, hein, qui ne sont pas uniquement celles d'un rapport d'une personne avec un diplôme ou une reconnaissance officielle. Et que sont mis en place, évidemment, parce que c'est vrai que dans la question de la reconnaissance, il y a à la fois ce que je reconnais moi ou qu'on m'aide à reconnaître, comment je le fais savoir et comment c'est reconnu par d'autres et comment l'autre il y donne aussi une valeur, etc., etc. Hein. Mais par rapport à tout cela, se pose aussi pour nous la question institutionnelle, c'est-à-dire comment les institutions laissent ces dynamiques ouvertes ou d'une certaine manière récupèrent, parce qu'elles-mêmes aussi sont dans l'idée d'une reproduction. Hein, on voit bien que la VAE qui avait donné une grande liberté de travailler sur les acquis a été complètement dévoyée par la conformité au référentiel. C'est-à-dire que dès le moment où on a ouvert, on a tout de suite fermé. Absolument. Donc, voilà, donc comment on échappe à ça? Voilà, c'était la question de la phrase. C'est comment on échappe à ça par rapport à la dynamique, hein, voilà, que vous développez dans l'association Reconnaître, que je ne me trompe plus. Bon, est-ce parce que là on a avancé, on a par rapport au timing, je ne sais pas si on a le temps de la discussion. Moi, je préférerais qu'on la mette maintenant, peut-être à la fin, hein, pour qu'on puisse avoir la réaction, puisque je pense que Muriel, tu vas parler un peu aussi un peu de concret, un peu de choses, comment ça se passe. Effectivement, j'ai cette lourde tâche d'essayer d'apporter du concret et du coup d'apporter un espoir que tout cela soit possible et pas seulement à l'état de pensée. Donc en partant effectivement des principes que vous avez, messieurs, établis, et notamment avec l'objectif que tout le monde puisse reconnaître et que bien entendu tout le monde puisse être reconnu, avec l'objectif qu'on puisse rendre visibles nos appartenances en termes de communauté, nos engagements et notre singularité. C'est peut-être ça qui distingue essentiellement le non formel du formel, c'est-à-dire que lorsqu'on est comparé à un référentiel, bah, finalement on est tous un petit peu pareils, alignés avec les mêmes référentiels. Là, l'idée c'est vraiment que chacun puisse apporter sa singularité. Donc ça veut dire qu'on va inviter les personnes à avoir une approche réflexive, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai agi? C'est quoi mes engagements? Et cetera. Mais aussi, et je vais insister là-dessus parce que peut-être qu'on n'en a pas suffisamment parlé, une approche stratégique. C'est-à-dire que c'est les personnes qui vont décider de ce qu'elles vont en faire, de cette reconnaissance et de ces badges numériques, éventuellement. Du coup, on peut pas se dire: «Oh bah, ce serait quand même dommage qui s'en servent que pour l'emploi, pour accéder à un emploi». C'est ce qu'ils souhaitent. Voilà, laissons-leur faire, ce qu'ils souhaitent de cette reconnaissance et effectivement, nous, notre démarche, c'est d'abord, de les amener à une démarche réflexive, c'est-à-dire, suite à une expérience, d'essayer de voir ce qu'ils peuvent valoriser. Quelle est la pratique qu'ils ont eue? Dans quel contexte? Est-ce qu'on peut faire du lien avec des compétences, des qualités, des engagements? Mais ensuite, très rapidement, vient la question et même avant la réflexion d'ailleurs, vient la question de la stratégie. À quoi ça va me servir tout ça? C'est quoi mes objectifs? Et là, pour le coup, ça dépasse largement la notion de reconnaissance, mais j'insiste là-dessus parce qu'il faut pas oublier que si on veut, qu'effectivement ce soit un outil d'émancipation, il ne faut pas que ce soit avec ce qu'on calque nous sur cette notion d'émancipation. Voilà, je ne suis pas sûre que tout le monde ait envie, de s'émanciper, du marché du travail. Donc effectivement, en exemple concret, on en a beaucoup pour les individus.
Effectivement, vous avez raison, les expérimentations qui ont été menées depuis 2017-2018, elles ont beaucoup été dans le domaine de l'emploi. Parce que, et ça va me permettre de répondre à une question qui a été dans le chat, pour le moment, les entreprises qui s'y intéressent effectivement, alors pour leur recrutement, ils ont vu l'intérêt, hein, d'identifier à travers ces dispositifs de reconnaissance des personnes qui leur échappent, en termes de recrutement, des profils atypiques, des compétences rares, etc. Mais pour elles-mêmes, parce que c'est ça qu'il faut réussir à amener, c'est-à-dire que les entreprises se posent des questions. Encore une fois, tout le monde peut reconnaître, tout le monde peut être reconnu. Ça veut dire que les personnes peuvent reconnaître les entreprises également. Donc pour elles-mêmes, elles s'y intéressent uniquement lorsqu'elles sont dans une démarche de RSE, en fait. Effectivement, parce qu'il faut partager ces principes d'action qu'on vient d'évoquer, et c'est pas tout à fait compatible avec une entreprise classique. Donc pour répondre à la question qui était posée dans le fil de conversation, sur est-ce que c'est reconnu par les conventions collectives, etc. C'est le principal obstacle finalement, lorsqu'on va voir des entreprises, c'est: «Waouh, waouh, waouh, 3 pas en arrière». Moi, je veux bien qu'on reconnaisse les gens, mais quel impact ça va avoir effectivement sur les parcours, sur, leurs revendications, et cetera? Donc c'est une vraie question à prendre en compte. Je vais vous donner un exemple très précis voilà, on va prendre un exemple positif si vous voulez bien, parce que, c'est plus sympa comme ça. Heu, on a commencé à travailler avec une association de parents aidants, c'est-à-dire des personnes qui ont des enfants, avec un handicap psychique, voilà, et qui du coup ont développé des compétences du fait qu'ils étaient devenus, aidants, de leurs enfants. L'objectif de cette association, c'est déjà d'identifier les compétences développées par ces personnes, ou en leur proposant des dispositifs de reconnaissance de façon à ce qu'elles soient conscientes des compétences qu'elles ont développées grâce à ça, et de leur engagement au quotidien, ce qu'elles mettent d'elles-mêmes dans cette notion d'aidance, pour ensuite leur proposer d'aller plus loin, en faisant reconnaître leurs compétences, pour devenir eux-mêmes, parents aidant d'autres parents, voire même à rentrer, dans des structures de soins, et d'accompagnement de ces personnes avec des handicaps psychiques, en tant que professionnels. Et la question s'est posée effectivement à ce moment-là de: «OK, mais du coup, est-ce que ça rentre dans la convention collective? Comment ces personnes vont être reconnues dans un système très formel de la convention collective dans ces domaines de soins?» L'objectif, je ne sais pas si, ça va être une réussite, mais en tout cas l'objectif, c'est qu'effectivement leur expérience uniquement, avec cette reconnaissance, de leurs pratiques et de leurs compétences, l'objectif, c'est de le faire rentrer dans la convention collective au même titre que les éducateurs spécialisés. Donc là, Mmh. il y a un vrai, challenge, hein, quand même. Donc on voit poindre des exemples comme ça qui sont plutôt encourageants, sur l'articulation finalement, en quelque chose qui est au départ un dispositif non formel, parce que ces parents, ils ont déjà un rôle et ils s'entraident déjà, ils n'ont pas besoin des badges numériques pour ça, hein, pour leur proposer une forme de formalisation qui, bien entendu, va être co-construite avec eux et avec les structures employeuses, de façon à les amener, parce que c'est leur volonté, à rentrer dans un système formel. C'est leur volonté, pourquoi? Parce que leur stratégie, c'est d'utiliser ces compétences-là pour être reconnus en tant que professionnels et d'en faire un emploi. Voilà, passer, de l'aidance à l'emploi. Alors ils seront aidants toute leur vie, mais voilà, en faire quelque chose. Donc ça, ces exemples, ils sont encore assez rares, mais si on y arrive, ce sera un bel exemple de réussite. Après, les dispositifs de reconnaissance, pour le moment, puisqu'on parle d'entreprise, sont essentiellement liés à des dispositifs de reconnaissance de démarches RSE, d'entreprises qui ont
des engagements particuliers, soit par rapport au marché du travail, soit par rapport à la solidarité vis-à-vis de personnes en difficulté sur des territoires. Voilà, les exemples qu'on a actuellement. L'autre question qui se pose, et je terminerai là-dessus, c'est concrètement comment on peut faire pour que ça fonctionne selon nos principes d'action, parce que la glissade, elle est rapide, hein. On propose de changer de paradigme, là, revenir au paradigme précédent d'un dispositif formel où c'est les entreprises qui reconnaissent les salariés ou qui reconnaissent les demandeurs d'emploi, et elle est vite. Voilà, faut bien être attentif à ça. Donc, comment on fait concrètement? C'est que déjà, on fait prendre conscience aux organisations qui nous mobilisent pour travailler sur ces dispositifs, que si on reste dans un système évaluatif, ils n'auront pas le résultat qu'ils attendent. En général, quand ils viennent nous chercher, ils attendent quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement. Comment on rend acteurs les gens sur le territoire, comment les entreprises vont s'engager dans un système plus vertueux, etc. Donc on leur dit, si vous restez dans un système évaluatif, ça ne peut pas fonctionner. On va être obligé d'être dans un système, un objectif transformatif, et du coup, d'être dans quelque chose qui va agir sur la mise en visibilité des engagements, de la singularité des individus comme des organisations. C'est le premier point, c'est de leur faire comprendre que c'est nécessaire. Et on insiste également pour créer des lieux, des temps de co-construction. Donc, je sais que Jacques et Patrick avaient envie que je parle des lieux de la reconnaissance. Donc, en gros, les lieux de la reconnaissance, c'est quoi? Ce sont des espaces, pour l'instant, qui n'existent qu'en Normandie. On espère bien pouvoir essaimer en 2026. Des espaces où on va pouvoir négocier et co-construire ce qu'est à l'échelle d'un territoire la reconnaissance et les dispositifs qui sont attendus à la fois par les individus, par les organisations, par les collectivités territoriales, de façon à ce que tout ça ne soit pas un système vertical, mais effectivement mettre de l'horizontalité et que ce soit utile pour tous et toutes, encore une fois, par rapport à la stratégie de chacun. C'est-à-dire, peut-être que vous allez être déçus, mais effectivement, la demande des individus, c'est souvent l'emploi, c'est souvent l'inclusion. Ils ont envie d'être inclus dans un système effectivement reconnu de façon formelle. Voilà. Eh bien, répondons quand même à cette demande tout en leur donnant les outils qui vont pouvoir éventuellement aller vers davantage d'émancipation par rapport à ces systèmes formels. Donc, créons des lieux, rendons ça accessible, répondons à toutes les questions. On fait des outils même en FALC, c'est en facile à lire et à comprendre, de façon à effectivement travailler cette accessibilité. Mais on ne peut faire que ça. Outiller, faciliter, voilà, mais les gens, ils en feront bien ce qu'ils voudront, quoi. Belle conclusion, Muriel. Merci beaucoup pour ton intervention. Oui, c'est donc ça, je trouve important, Muriel, parce que l'ambition, c'est de mettre en mouvement par rapport à une possibilité qu'on reconnaît à soi de ce mouvement, et par rapport à ce qu'on voit ou qu'on permet de voir de ce qui est à l'extérieur et des possibles, qui ne sont pas uniquement emploi, mais qui peuvent être aussi engagement pour d'autres actions. Ce que je vois simplement, c'est qu'on reste toujours dans l'idée de la singularité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une construction collective d'empowerment qui consistera à faire des collectifs d'action par rapport à des communs que les gens pourraient trouver importants. On reste, mais c'est une façon qui est très, j'allais dire d'une certaine manière, que moi je vais caricaturer en disant néolibérale, qui est de renvoyer au sujet sa responsabilité, c'est de le mettre en situation d'autonomie pour trouver des choses pour lui, mais d'une certaine manière, pas obligatoirement. C'est une question, comment, dans le fond, se joue ce côté individuel et collectif, mais je vois, Serge, tu as une question aussi. C'est pas une question, c'est une réaction.
sur la question de l'individualisation. J'ai eu la chance de participer au 40e anniversaire du réseau des APP. Mhm. Et pour caractériser ce que font les APP, on demandait des mots-clés à quelques intervenants et j'ai proposé comme mot-clé individuation. Mhm. Parce que quand on parle d'individualisation ou de personnalisation, ce qu'on fait, c'est qu'on change les interfaces, mais le cœur du système, il a été codé et il s'agit d'adapter, de trouver un moyen d'adapter la personne au système. Ce qui est intéressant avec l'individuation, qui est un concept développé par Gilbert Simondon, c'est l'idée que c'est de la co-individuation. Et ça, dans les pratiques des APP, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on a des gens ou des réseaux des échanges réciproques de savoir. Hein. On est vraiment dans une logique où des personnes qui ont des parcours complètement différents, des intérêts différents, se retrouvent et se co-construisent ensemble. Donc, je pense que c'est intéressant de travailler sur cette idée d'individuation, parce que ça veut dire que c'est de la co-individuation qui s'oppose à la logique libérale que tu décris, qui est celle de l'individualisation, où c'est chacun pour soi, on va faire le programme pour la personne, adapté pour vous, sauf que ça, ça marche qu'à la marge, quoi. Et ça reste dans une conception qui est assez atomique de la société. Non, non, mais Donc, je pense que ça, sur les APP, le RERS, on est beaucoup plus dans une logique de co-individuation. Et donc, c'est très personnalisé, parce que les gens, c'est mon offre de savoir, c'est ce que j'ai envie d'apprendre. Donc, c'est très personnalisé, mais on fait ça ensemble. Et donc, on est dans un processus de co-individuation. Alors, si je peux me permettre, j'ai pas parlé d'individualisation, j'ai parlé de singularité. Et on Oui, est oui. tous singuliers, on peut se mettre d'accord là-dessus. Ça n'empêche pas le commun. Il n'y a pas de raison d'opposer la singularité et le commun. Le seul truc, c'est que on appartient à plusieurs communs, en fait. Et on n'arrête pas de changer de commun et de communauté, enfin, voilà, en fonction de ce qu'on développe. Euh, et ça, on peut tous se mettre d'accord que c'est important pour chaque personne de comprendre sa singularité et du coup sa place dans le monde de façon stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie en conscience de faire et d'apporter à qui, etc. Et de fait, voilà, aujourd'hui, alors après c'est peut-être en lien avec les publics qu'on accompagne, mais les gens ont envie de faire commun au sein d'une entreprise. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont besoin, bah, déjà il y a la pression sociale qui fait qu'il faut avoir un emploi, puis ils ont besoin de manger, enfin voilà, hein, tout simplement. Donc ça les empêche pas d'avoir d'autres communs ailleurs. Mais clairement, dans ces autres communs, et on travaille avec des centres sociaux, etc., moi, il y a pas mal de gens qui m'ont dit: «Mais j'ai pas besoin d'être reconnu. Ça ne m'est pas utile». Enfin, en tout cas, pas de façon, voilà, j'ai pas envie de parler de reconnaissance. Moi, avec Marcel, on se reconnaît, il y a pas de enfin voilà, ces mots-là, tous ces mots que vous posez sur nos actions, c'est ça, j'en ai pas besoin. Donc ça, faut entendre ça. Nous, on intervient uniquement, pour monter des dispositifs qui permettent de rendre visible la reconnaissance. Bah, ces personnes, qui n'ont pas forcément de stratégie par rapport à tout ça et qui se contentent de vivre ensemble et c'est super, n'ont pas besoin qu'on rende visible leur engagement et leur pratique. Voilà, ils sont très heureux comme ça. Donc c'est ça aussi ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire qu'on n'intervient pas pour monter des dispositifs et rendre visibles les choses. Et moi, mon job, c'est de rendre visible en fait. Mais, et du coup, les deux coexistent et c'est très, très bien comme ça, hein. autre question? Tina, peut-être? On a Cindy et Serge derrière. Ah, Cindy, je ne les vois pas. Ben, merci, mais comme j'ai mon écran, ben, écoute, Serge, c'est bien de le dire. Alors, Cindy, Bonjour, eh bien, moi, enfin, je ne suis pas du milieu académique, enfin, j'essaye d'y entrer. Enfin, donc moi, je travaille dans un centre social et je développe un réseau d'échange réciproque de savoir depuis 2007 et je suis bien intéressée par tous vos propos dans la mesure où j'ai pu, enfin, je parle de mon expérience personnelle, mais
ouais, j'ai pu faire un DUT carrière sociale et entrer en master en sciences de l'éducation cette année. Et en tout cas, ce que j'entendais dans vos propos, je pense que les individus ne se lancent pas forcément dans une quête de reconnaissance. C'est vrai que ça peut être pour entrer sur le marché du travail, mais ça peut être aussi simplement pour développer simplement un sentiment d'exister et de faire partie de commun. Et j'ai bien aimé, ça a résonné en moi, disons, lorsque vous parliez de co-individuation, parce qu'en tout cas, dans le cadre des réseaux d'échange réciproque de savoir, je pense qu'on est dans une logique de co-développement, mais peut-être sans le savoir au début. Et en tout cas, chacun ne vient pas forcément y trouver de la reconnaissance, mais chacun peut en trouver, mais même parfois avoir des difficultés à l'admettre parce que chacun n'est pas forcément conscient de ses compétences et c'est au travers du regard et des témoignages des autres qu'ils sont reconnus et qui finissent par se reconnaître eux-mêmes comme compétents et sachants. Et ça peut déclencher des parcours de formation et des parcours professionnels. Mais parfois, je pense que ce n'était pas du tout l'intention des individus au tout départ. Et je ne pense pas que... justement, c'est peut-être le monde néolibéral et professionnel ou académique qui dirait que chacun développe une stratégie d'intégration, d'inclusion. Ou peut-être que ça se fait, mais de manière inconsciente. Mais beaucoup, en tout cas, moi, pour l'exemple que je vois quand même, qui est un petit peu ancien maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au centre social et dans le cadre du réseau d'échange réciproque, au départ uniquement juste pour l'envie de faire partie d'un commun. Justement, la richesse que peut proposer le réseau par rapport à d'autres communs où, par exemple, il y a un but associatif qui est déjà prédéterminé et très, par exemple, il y a beaucoup d'associations qui cherchent des bénévoles. Mais quand on s'y prend de cette façon-là, il y a en fait, il y a beaucoup d'obstacles à ce que les gens s'impliquent parce que ce ne sont pas forcément leurs projets à eux. Que dans le cadre du réseau, en fait, chacun peut y prendre part, mais justement uniquement avec ce qui l'anime lui. Et il construit du coup et son offre et sa demande et aussi ce projet de réseau. Et au départ, il venait pas forcément pour répondre à une attente du réseau, mais simplement pour répondre à ses propres attentes. Et il y trouve un cadre qui permet une certaine forme d'autogestion et d'émancipation qui le conduit à aller sans trop savoir où il va, mais en tout cas à se mettre en mouvement. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais j'ai vu en tout cas beaucoup de gens se lancer après en création d'entreprise, en projet de formation et même à la retraite. Donc, ce n'est pas dans un objectif uniquement d'entrer sur le marché de l'emploi, mais c'est simplement, j'ai l'impression, une recherche d'encore apporter justement à l'écosystème dont on fait partie, d'encore partager ses valeurs et de travailler en fonction de ses valeurs, de mettre son temps et son énergie au service de valeurs auxquelles on croit et pas uniquement pour entrer sur le secteur marchand, même si parfois effectivement c'est le cas et j'en ai vu beaucoup qui se sont ensuite lancés en formation, qui se sont lancés en emploi alors qu'ils étaient très très loin pour certains déscolarisés depuis, je sais pas, 6 ans au RSA, en très grande marginalité finalement, et qui se sont réinsérés et socialement, et professionnellement, et associativement. Et pour le coup,
les stratégies des individus, je pense qu'elles dépassent largement le marché de l'emploi. Et en tout cas, pour mon cas aussi, pour revenir sur comment les institutions s'adaptent à ça. Donc moi, je suis salariée d'une caisse d'allocation familiale. Et pour le coup, je n'ai pas pu bénéficier de formation prise en charge par mon employeur. J'ai toujours dû esquiver les logiques internes de formation et plutôt mobiliser mon CPF, nanana, faire ça sur mon temps libre. Et d'ailleurs, je remercie vraiment le mouvement des réseaux d'échange réciproque de savoir parce que c'est dans le cadre de ce mouvement que j'ai pu en savoir plus sur l'organisation des voies de formation et de professionnalisation actuelles. Mais pour le coup, les itinéraires comme ça des personnes un peu électrons libres, l'institution a du mal à faire avec et a du mal à reconnaître ces parcours-là, les diplômes acquis. Et pour le coup, pour les personnes, enfin, je sais pas, moi j'ai plusieurs exemples, enfin pas seulement le mien, mais j'ai plusieurs exemples de gens qui ont fait valoir leurs acquis professionnels et se sont formés en cours d'emploi sans passer par les logiques internes de formation et qui finissent par quitter leur emploi parce que justement, il y a un grand sentiment de manque de reconnaissance qui n'est pas d'ailleurs juste un sentiment parce que les diplômes ne sont pas reconnus, les actions menées non plus. Et voilà. Enfin, je suis désolée parce que du coup, je finis pas forcément sur une note positive, alors que c'était pas du tout mon intention. Merci, en tout merci cas, quand même pour ce beau témoignage. Non, mais Cindy, on remarque que on a dû en parler avec Tina dans une autre réunion. Lorsqu'il y a des dispositifs un peu innovants, comme ceux dont on vient de parler, lorsqu'il s'agit de trouver un financement pour le rendre pérenne, institutionnellement, on est redirigé vers des institutions existantes. C'est-à-dire que quelque part, par les financements, toutes ces expérimentations qui montrent leur valeur humaine et la richesse, et tu as bien montré comment les personnes ne croient pas en eux-mêmes et finalement, ils croient parce que les gens leur montrent tout ce qu'ils ont en possession. Comment tout cela qui a une valeur humaine et, j'allais dire, sociétale de vivre ensemble, d'une certaine manière, n'est pas reconnu comme étant humainement, socialement important au niveau des institutions, puisque les financements ne sont pas derrière, ou ils sont réfléchis vers des institutions qui les récupèrent. Donc, moi, c'est la question des financements me semble une question importante par rapport aux dynamiques que l'on vient de développer. Je vois bien aussi avec les APP, les difficultés aussi financières qu'ils rencontrent. Je suis par ailleurs à réfléchir aussi avec les APP et puis avec Tina sur les questions de territoire apprenant. On voit bien que cette dynamique qui, d'une certaine manière, tout le monde y adhère, ne trouve pas financement pour des expérimentations. Enfin, autrement dit, il y a quelque chose aussi qui est, à mon avis, qui doit nous intéresser pour redonner vigueur et, si possible, reconnaissance officielle de cela. Pour l'instant, on est dans une reconnaissance entre pairs, on est en reconnaissance au niveau des communautés, au niveau des associations, mais quand on passe le cap au-dessus, bon, voilà, c'est des questions qui me semblent importantes. Et si je peux me permettre, j'aimerais ajouter le fait que non seulement le parcours de ces individus n'est pas reconnu, enfin, que ces individus ne sont pas reconnus, enfin, vous avez utilisé le mot important, les compétences de ces individus ne sont pas reconnues comme importantes, mais je dirais même au-delà, qu'en fait, les parcours que déploient ces individus, qui sont pourtant moteurs, innovants, et j'ai beaucoup aimé ce que disait Serge Ravet concernant l'informel nourrit le formel. C'est qu'aussi l'informel dérange et tous les modes de fonctionnement atypiques finalement sont dérangeants. Enfin, moi, par exemple,
je prête souvent mon bureau professionnel à des adhérents, des bénévoles, et ça, c'est pas une pratique professionnelle partagée au sein de mon institution et c'est dérangeant. Enfin, on me le fait souvent remarquer. Et en fait, c'est toute cette logique de. Vous parliez aussi d'horizontalité, de hiérarchie. Eh bien, en fait, moi, je pense qu'il y a clairement derrière les discours d'égalité ou d'équité qui peuvent être déployés par les uns les autres, il y a clairement aussi, je pense, un caractère une certaine logique de pouvoir à garder finalement. C'est sûr. Voilà, et donc forcément, les financements ne sont pas attribués parce que ça peut être effrayant, je pense. Là, si l'on veut, merci, c'est dit pour tout cela. Si l'on veut continuer dans notre calendrier, il nous reste une dernière intervention de Serge sur justement tout ce qui concerne les normes AFNOR pour peut-être défendre ce dont on est en train de parler par rapport à la reconnaissance. Serge, c'est à toi. Oui, mais sur la norme AFNOR, je l'ai un peu présenté au début, parce que pour l'instant, on ne peut pas publier de documents, malheureusement. Ok, d'accord. En revanche, un document qui est publié, c'est celui du référentiel de compétences et pratiques de reconnaissance. Donc, c'est une traduction vite faite avec DeepL qui est accessible. Je ne sais pas si elle ça a été mise en lien. Donc, elle sera discutée à EPIC. Parce que il y a plusieurs sujets dont on va discuter à EPIC, mais on va avoir deux tables rondes, une sur le développement de la fonction compétence à l'intérieur des organisations et une autre table ronde sur la professionnalisation des pratiques de reconnaissance. Parce que si on prend la VAE, en France, n'importe qui peut faire de la VAE. N'importe qui est dans la structure qui fait de la VAE peut faire. Il n'y a pas besoin de qualification particulière pour faire de la VAE. Il n'y a pas un prérequis pour accompagner les gens à faire de la VAE. Alors que si on prend l'Australie a défini un référentiel de compétences pour les personnes qui font ce qui s'appelle Prior Learning Recognition. Et donc, c'est un travail qu'on mène conjointement avec nos collègues canadiens pour la production de ce référentiel. Donc, il y a un premier brouillon, une première ébauche qui sera publiée pour EPIC. C'est intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Mais je voudrais venir sur un point par rapport à la reconnaissance, l'idée de se faire reconnaître. Je ne sais pas, il y a 3 ou 4 ans, j'avais une discussion avec Philippe Didier Gauthier qui avait publié un livre sur le e-portfolio professionnel. Donc, il avait fait une étude sur comment est-ce que le e-portfolio était utilisé entre le moment où on a fini ses études et on passe en milieu en emploi. Et il m'a dit, le portfolio que j'avais trouvé le plus intéressant, c'est celui dans lequel la personne faisait référence à d'autres. Donc, l'idée qu'il y avait des espèces d'histoires croisées. Et donc, c'est un truc que je dis souvent, je ne sais pas si vos parents vous disaient ça, mais dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et moi, j'ai transformé ça en dis-moi qui tu reconnais, je te dirai qui tu es. Parce que ça, il y a quelque chose qui est très prégnant dans les objets techniques qu'on a développés jusqu'à présent autour des badges, c'est que on peut afficher les reconnaissances reçues, mais les reconnaissances qu'on a données, peut-être que si on a émis un badge à quelqu'un, on va voir un badge chez la personne, mais on ne le verra pas chez nous. Alors que c'est quand même extrêmement important. Alors, c'est pas simplement le badge émis. On peut reconnaître quelqu'un, on peut reconnaître sa grand-mère pour ce qu'elle a joué, on peut reconnaître une personne pour l'apport qu'elle a eu à l'humanité. Et c'est vrai que si on demandait à une personne de dresser le portrait des personnes qu'elle reconnaît, pourquoi est-ce qu'elle les reconnaît, ça nous dirait beaucoup, beaucoup d'elle, au-delà de ses compétences ou de ses centres d'intérêt.
Et il me semble que ce serait vraiment important que quand on développe des pratiques de reconnaissance, qu'on s'intéresse au regard qu'on a sur l'autre. Et un peu plus tôt, Patrick, tu faisais référence à Axel Honneth, la lutte pour la reconnaissance. Et moi, ce que j'ai proposé de faire, c'est de remplacer la lutte pour la reconnaissance par la lutte par la reconnaissance. La reconnaissance elle-même étant une arme de lutte. Parce qu'en reconnaissant l'autre, et je pense que c'est important d'avoir ça en tête, cette idée de la lutte par la reconnaissance. Et donc, dans la dialectique du maître et de l'esclave, c'est vrai qu'on ce que détestait Nietzsche pour de bonnes raisons, voilà, c'est la morale de l'esclave. Non, on veut une morale qui est une morale émancipatrice, où on est empouvoiré, on a du pouvoir et on prend le pouvoir. En anglais, c'est reclaim, hein, on veut reprendre le pouvoir de reconnaître. C'est-à-dire symboliquement, on a accepté que les reconnaissances qui avaient de la valeur venaient des institutions, venaient des autorités. Eh bien, il faut dire non, nous, nos reconnaissances ont de la valeur. Quand je te reconnais, ça a de la valeur. Et la preuve, c'est que tu acceptes ta reconnaissance, pour toi, ça a de la valeur. Le collectif nous reconnaît, on reconnaît le collectif, et donc de créer ces réseaux d'échanges réciproques de reconnaissance, de créer ces réseaux de confiance en réalité, parce qu'en réalité, c'est ça qu'on est en train de faire, et de dire, ben voilà, nous avons tous le pouvoir de reconnaître, mais c'était André Peretti qui utilisait le film de Buñuel, L'ange exterminateur. Alors peut-être c'est pas verbatim, mais dans les exterminateurs, c'est Buñuel, hein, donc c'est un truc surréaliste. À la suite d'une soirée à l'opéra, je crois, les gens se retrouvent dans une maison et puis tout le monde pense que la maison ils sont enfermés dans la maison, ils peuvent pas en sortir. Il y a l'armée qui se met autour, jusqu'au moment où il y a une jeune fille qui tourne le bouton de la porte et la porte était toujours ouverte. Mais les gens, dans leur tête, ils étaient enfermés, ils pouvaient pas sortir. Et je pense que si on veut vraiment aborder la question de la reconnaissance de façon intelligente, faut être comme la jeune fille et de dire, voilà, le bouton est là. Et dans ma carrière professionnelle, le nombre de fois où les gens avaient intégré en disant, mais non, ça, c'est pas possible, mais non, on ne nous laisserait pas faire. Et donc, de dire, non, c'est possible. Et donc, reprenons le pouvoir de reconnaître et usons-le, parce qu'il ne s'use que si on ne s'en sert pas. Je dirais le pouvoir de nous reconnaître. De nous reconnaître, oui. Oui, de nous reconnaître. Mais parce nous, qu'il y a un nous important. Le nous. Puisque c'est bien la réciprocité, c'est bien parce que je reconnais que l'autre peut être différent mais qu'il a une valeur et que cette valeur, je peux faire avec elle pour avancer. Donc je mettrais plutôt nous, de nous reconnaître. Dans ce cas-là, moi, ce que j'avais fait dans une réunion où il y avait Claire Hébert-Suffren, j'avais dit l'articulation du je-nous. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas le genou de Claire. Hein. Voilà. Non, mais ça pourrait être une bonne conclusion. Hein, mais ça veut dire aussi que on peut se connaître et pour se connaître autrement, hein, puisque le soi est un autre aussi, hein, comme tu dis. C'est-à-dire que quelque part, c'est bien parce qu'il y a un autre qui me parle de moi que je me reconnais autrement. Mais c'est ce que disait Cindy. Hein, oui, c'est ça. J'ai appris à me reconnaître à travers le regard que les autres ont posé sur moi. C'est important, c'est-à-dire que ça n'est pas unique. C'est comme tu disais, l'inter ou la co-individuation. Bon, c'est vrai qu'individuation, c'est plutôt un terme de Jung, hein, qui était une façon de remettre de l'ordre en soi, entre le conscient et l'inconscient, hein, pour d'une certaine manière avoir une liberté de savoir comment on fonctionne et pourquoi. Mais c'est pas mal de reprendre co-individuation par. Moi, c'est plutôt Gilbert Simondon, la référence de l'individuation, voilà, qui est différente de celle de Jung. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas les mains levées. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Il est intéressant. Il y avait une question intéressante sur mais Robert, Jacques, tu as à peu près répondu sur la question des conventions collectives et des partenaires sociaux. Hein, oui. Puisque c'est important, puisque si je reconnais que je suis en capacité de le faire et que je n'ai pas une démonstration académique des compétences, comment c'est valable, alors que je fais?
et qu'au contraire, dans ma manière d'appréhender la réalité et les autres, c'est certainement une autre façon, puisque je pars de mon expérience avec l'expérience des autres, plutôt que de mon pouvoir, et dictant ce qu'il faut faire. Est-ce que les conventions collectives, les partenaires sociaux, comment ça se passe? Alors Jacques, toi, tu as une expérience de ça. Oui, on a poussé le bouchon de la reconnaissance sous toutes ses formes, telles qu'on l'a évoqué aujourd'hui, notamment dans une réunion où on a sollicité toute une série de branches et de commissions paritaires d'emploi et de formation. Sur les 140 branches reconnues par la direction du travail en France, il y en a 10 à 15% seulement pour lesquels les deux parties, patronales et syndicales, sont toutes les deux d'accord pour avancer. On a eu quelques beaux témoignages en novembre lors de l'université où d'ailleurs Philippe Petitqueux était présent. Mais ça reste encore extrêmement timide parce que beaucoup d'acteurs sociaux, y compris un certain nombre d'organisations syndicales, sont restés coincés sur le diplôme comme si on était encore dans les années 90. Donc la particularité d'ADEFCOM par rapport à nos deux associations, c'est que nous, on a bien l'intention de continuer de secouer le cocotier pour faire avancer les choses. On a quelques complices, on en parlera sans doute prochainement en relançant le débat et en s'appuyant sur ceux qui ont entendu les entreprises de terrain qui leur demandent de faire avancer les choses. Moi, j'ai en tête des témoignages d'entreprises de Savoie et Haute-Savoie avec qui on travaille. Ils disent, bon, bah, la convention collective de la métallurgie, elle a fait un grand pas en avant par rapport aux années antérieures, mais les référentiels qu'on nous propose ne correspondent pas à ce qui se passe vraiment chez nous. Et ni le salarié ni le patron ne se trouvent complètement à l'aise. Donc ça veut dire qu'il y a un pas de plus à faire pour que la reconnaissance dont nous avons parlé aujourd'hui soit quelque chose qui est droit de cité, jusqu'à y compris dans la construction de nouvelles conventions collectives. C'est un gros boulot. Pour nous, c'est un peu le challenge des 2 années qui viennent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on fasse une rapide conclusion? Dans le chat, je ne le vois pas. Bernard, est-ce que tu vois des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Ok, bon. Écoutez, moi, je vous remercie de cette participation à cette réflexion et problématique, et je suis très heureux de tout l'enrichissement qu'on a pu apporter et des perspectives qui sont à la fois singulières, sociétales et d'une certaine manière porteuses d'un avenir d'être ensemble beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficient au regard des défis auxquels on est confronté, qui mobilisent moins de la technologie et la technique que l'intelligence humaine et la capacité à faire ensemble. Donc je trouve que c'est vraiment une belle ouverture. Jacques, tu voulais faire une information parce qu'il y a bientôt 2 jours, c'est peut-être la semaine prochaine d'ailleurs. Serge a déjà expliqué que le colloque international hippique 2025 se tiendrait à Paris, avec notamment plusieurs des questions que nous avons évoquées aujourd'hui. Moi, je voulais aussi signaler que sur le terrain, je rappelle qu'il y a une quinzaine de collectifs qui essayent de mettre en œuvre ce dont nous avons discuté. Et je voulais simplement dire que je suis ravi qu'on ait fait cette réunion ensemble avec la FREF, et je vous promets à toutes et à tous qu'il y en aura d'autres, à la fois je confirme. À la fois pour poursuivre la discussion d'aujourd'hui, et en ce sens, un questionnaire vous sera envoyé pour vous demander quelles sont les questions sur lesquelles vous voulez qu'on approfondisse, mais aussi sans doute sur d'autres questions que la reconnaissance, puisqu'avec la FREF, nous partageons bien d'autres objectifs et fondamentalement beaucoup de valeurs communes. Voilà. Donc je vous remercie tous.
Alors, Ça m'a fait... j'ai pas terminé, moi. Tu Oui, fais mais, ton information, moi, je vais faire la mienne. mais oui, mais simplement dire que on vous tiendra tous au courant, toutes et toutes au courant donc de nos initiatives, qu'elles soient propres à chaque association ou communes. Vas-y, Patrick. Non, non, simplement, Jacques, tu as raison de dire qu'on va envoyer un questionnaire que Sandra va vous envoyer pour qu'on puisse mettre un prolongement et répondre à vos questionnements. Je voulais simplement dire aussi, c'est que la FREF a longtemps et toujours dans l'idée donner sens à la formation, mais néanmoins avec un pas de côté, bon, vous l'avez vu par rapport à développer la pensée critique, dont on pense qu'elle est en partie confisquée par les mots qu'on utilise très souvent et dont on a l'impression qu'on connaît le sens et qu'on a complètement transformé. C'est le mot autonomie, par exemple. On confond souvent avec émancipation, etc. Donc, on a cette posture qu'on va développer. Puis, par ailleurs, une deuxième posture qui me semble importante, c'est que finalement, on essaye de, quand on dit donner sens à la formation, c'est quitter le fait que la formation est un dispositif qu'on met au service d'un objectif, pour voir qu'elle est un lieu de vie, en fait, qui est un lieu d'expérimentation réflexif, ouvert, et que d'une certaine manière, également, il faut qu'on retrouve la dimension, j'ai vu que on a parlé que c'était bien de reparler des pratiques, des activités des personnes, des activités des personnes qui font la formation, mais il faut retrouver la dimension humaniste, sensible, systémique et transformatrice de la formation. Donc, on a pour ça une disputation qu'on met en décembre sur le thème « Comment l'activité de formation se transforme-t-elle à partir des possibilités d'apprendre ?» C'est-à-dire que quelque part, qui se fera en mi-décembre, et le prochain jeudi de la FREF, c'est plutôt sur une réflexion sur les territoires zéro chômeur longue durée, dans lesquels on revisitera la dynamique, j'allais dire, émancipatrice à partir de la position d'ATD Carmonde et de la création des entreprises à but d'emploi, et comment, malgré tout, maintenant, on en est confronté à des questions financières. Et voilà, et donc ça sera encore une façon de revisiter un dispositif émancipateur qui part des personnes dont on dit qu'ils sont en pauvreté alors qu'on parle de leurs compétences, qu'ils acquièrent de leur expérience. Comment on arrive à une situation qui risque d'être bloquée pour des questions financières. Donc voilà les deux prochains, en tout cas, jeudi de la FREF. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne après-midi. Juste un mot, Patrick, pour dire que nous sommes aussi en lien avec Territoire Zéro Chômeur et qu'on participera volontiers, non pas à l'organisation, mais à la discussion que tu viens de nous dire. Mais on pourra même en discuter dans la préparation. Ok. Compte tenu du plaisir qu'on a de travailler ensemble. En tout cas, merci et je vous souhaite une belle après-midi. Avant qu'on se quitte, est-ce que je peux avoir la référence donnée concernant l'individuation? Oui, tu as parlé d'un auteur, Serge. Gilbert, il y avait Jung, mais il y avait Jung et il y avait un autre. Gilbert Simondon. J'ai mis dans le. Gilbert. Tu l'as mis? Ok. Simondon. Serge. Okay. Gilbert. Merci. Serge, excuse-moi de t'embêter, mais je n'ai pas le lien avec le guide des pratiques de reconnaissance. Tu peux l'afficher, s'il te plaît, dans le chat avant qu'on se quitte tous? Oui. Merci. Hein. Moi, je suis sur mon téléphone portable, donc si on pouvait avoir ça par mail, ce serait top. Je remettrai en service après-vente toutes les allusions à des documents de reconnaître que Serge ou Muriel ont pu faire. Oui, puis Jacques, tu le donnes à Sandra qui l'enverra à tous les participants. Voilà, c'est ce que je pensais faire. Ça marche. Eh bien, à bientôt en tout cas. Merci. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Ouais. En tout cas,